Bonjour. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir comme invitée Madame Laure Pantalacci, qui est professeure d'égyptologie à l'Université de Lyon 2 et qui fut directrice de l'Institut français d'archéologie orientale au Caire de 2005 à 2010, et donc sous l'autorité de laquelle j'ai eu le plaisir de travailler lorsque elle était à ce poste et que nous fouillions dans le désert oriental où elle nous a dûment rendu visite. Madame Pantalacci est l'auteur de plusieurs ouvrages portant notamment sur le temple d'Al-Kala et sur la ville de Balat, dans l'oasis de Dakhla en Égypte, dont elle est l'épigraphiste attitrée. Mais c'est en tant que directrice de la mission française de Coptos, mission conjointe de l'Université de Lyon 2 et de l'Institut français d'archéologie orientale au Caire, et aussi du laboratoire ISOMA du CNRS, que depuis 2002, elle dirige, que je l'ai invitée. Et de fait, c'est devenue la meilleure experte française de cette ville qui est centrale pour notre propos. En effet, Coptos, emporion des marchandises orientales, selon Strabon, était depuis une époque qu'elle nous précisera, la porte du désert et le point de convergence des pistes qui venaient à la fois des mines d'or et des carrières de pierre très recherchées, et à la fois aussi des ports établis sur la mer Rouge. C'est là que sous l'Empire romain seront établis l'administration du préfet du désert de Bérénice, le camp de l'armée et le poste de la douane qui filtrait les marchandises et les personnes entrant et sortant du désert. Madame Laure Pantalacci a écrit en 2012 l'article Coptos de l'Encyclopedia of Egypt Online de UCLA, de l'University of California à Los Angeles, qui offre une synthèse à jour des connaissances sur ce site qui a été fouillé à plusieurs reprises par des équipes anglaises dès la fin du XIXe siècle avec le célèbre Finder Petrie en 1893-1894, puis par des équipes françaises au début du XXe siècle avec Adolphe Reynac en 1910-1911. Il y a eu ensuite des fouilles américaines beaucoup plus récemment, entre 1987 et 1992, avec l'équipe de Sharon Herbert, des équipes égyptiennes avec Rabi Hamdan en 79-81, puis australiennes avec Gregory Gilbert en 2000-2002, et enfin, à partir de 2002, donc, comme je vous l'ai dit, l'Institut français d'archéologie orientale, associé à l'Université de Lyon et au CNRS, a entrepris une recherche de longue haleine sur ce site immense. Ce sont donc les résultats de ces recherches archéologiques les plus récentes que va nous présenter la directrice de ce programme. Merci. Merci Jean-Pierre. Bonjour à tous et merci d'assister à cette présentation. Je remercie aussi Jean-Pierre Brown de me donner l'occasion de présenter une synthèse de Coptos qui soit orientée pour une fois non pas sur la vallée du Nil pharaonique mais sur le désert oriental à l'époque hellénistique et romaine qui est en passe de devenir effectivement l'époque la plus marquante à Coptos d'après nos fouilles. La situation de Coptos en Haute-Égypte est particulièrement avantageuse et se prête à des contacts avec la mer Rouge, d'autant plus facilement que c'est le point, comme on le voit sur cette carte très clairement, où le Nil se rapproche le plus du littoral de cette mer. Ces dernières années, donc Jean-Pierre Brun vous présente depuis quelques années ces différents programmes dans le désert oriental qui font que, encore une fois, paradoxalement, la région de Coptos est maintenant beaucoup mieux connue par ce que j'appellerais son isthme, à la suite de Strabon, ou sa périphérie, que par les données provenant de la ville elle-même. Et c'est une des raisons qui nous ont fait nous intéresser à ce site, qu'on perçoit comme un site majeur, sans qu'on ait vraiment des appuis archéologiques pour montrer à quel degré cette ville était une importante capitale, aussi bien en Égypte pharaonique qu'après la conquête, l'Agide et sous l'occupation romaine. Alors il faut reconnaître, pour commencer, à titre de remarque méthodologique, que les conditions de conservation du site ne sont pas très favorables pour différentes raisons. D'abord, Coptos, comme beaucoup de villes d'Égypte,
présente un cadre géographique assez contraint, coincé, comme l'ensemble de la vallée du Nil, entre deux falaises rocheuses. La situation n'est pas foncièrement défavorable en termes de bassin agricole, puisqu'on le voit ici, la vallée est relativement large, mais en revanche, le substrat géologique se constitue à l'origine des déblais, des cônes de déblais des deux wadis que l'on voit arriver ici sur cette carte réalisée par Damien Lenné. Et la ville s'est donc établie sur un de ces cônes de déblais, de ces cônes de déjection conjoints des deux wadis, qu'on appelle un turtleback en termes géologiques appliqués à la topographie de la vallée du Nil. Et ces débris ont été recouverts d'une épaisse couche de limon, et c'est sur ce substrat que la ville s'est implantée, mais étant contrainte par la topographie collinaire, on peut dire, hein, de ce turtleback, elle n'a que peu réussi à se développer à l'extérieur avant les époques précisément ptolémaïques et surtout romaines et byzantines ensuite, de sorte que les couches archéologiques se sont empilées sur un espace assez limité et ne facilitent pas l'investigation. Un des traits dominants, évidemment, dans l'implantation de la ville était à la fois cette très favorable plaine agricole qui permettait de nourrir une population abondante et la proximité du Nil à l'époque qui en faisait un port fluvial de première importance, importance qu'on ne perçoit plus tellement aujourd'hui dans la mesure où le Nil s'est déplacé vers l'ouest de plusieurs centaines de mètres et son cours actuel laisse la ville un peu à sec. C'est probablement un des facteurs naturels qui a été à l'origine de son déclin autour du 9e, 10e siècle de notre ère. D'un point de vue historiographique, Coptos est un peu la capitale invisible de la Haute-Égypte dans la mesure où elle est toute proche de la ville de Thèbes, qui a été capitale donc, durant tout le 2e millénaire et une bonne partie du 1er. La ville de Thèbes n'apparaît dans les sources qu'assez tardivement au 3e millénaire, et en particulier son dieu tutélaire, Amon, qui va devenir le dieu dynastique des pharaons du Nil, est apparemment une création théologique assez récente, qui a emprunté, apparemment sans beaucoup de scrupules, l'iconographie du dieu Mine, de sorte qu'on en vient à parler de Mine comme une espèce finalement d'épiphénomène par rapport à Amon. Le thébocentrisme des égyptologues était assez appuyé, alors que dans l'ordre chronologique, c'est quand même Mine qui a précédé l'existence même du dieu Amon et qui surtout a fondé cette tradition iconographique sur laquelle nous allons revenir dans quelques minutes. Cette situation, donc cette omniprésence de la ville de Thèbes, qui a fait un peu d'ombre, si on peut dire, à Coptos, d'autant plus qu'on sait historiographiquement que, par exemple, au 2e millénaire, les élites des deux villes, des deux capitales étaient extrêmement liées, donc a introduit un phénomène de collusion, de confusion entre les différentes divinités protectrices de ces deux villes importantes de Haute-Égypte. Et on a par exemple d'autres phénomènes au 1er millénaire aussi de rapprochements théologiques qui sont assez bien connus, comme par exemple l'existence d'un Osiris coptite qui est honoré dans l'enceinte de Karnak dès le début du 1er millénaire. Donc une grande proximité théologique qui, encore une fois, a desservi un peu Coptos dans la mesure où Thèbes, en revanche, jouit d'une visibilité très importante dans les recherches égyptologiques menées dans cette région. Enfin, les avantages de Coptos ont tourné à son désavantage à un certain moment, c'est-à-dire que la fertilité de la plaine agricole et l'importance de la production alimentaire a fait que cette région a toujours été très densément peuplée par rapport à d'autres en Haute et en Moyenne-Égypte, et que, au cours, à partir surtout de la deuxième moitié du XIXe siècle, le site a été exposé à des destructions très intenses de la part de ces personnages que les égyptologues détestent et qu'on appelle les sébachines, c'est-à-dire les gens qui récupéraient l'engrais organique constitué par les briques crues mêlées à divers déchets d'occupation. Et cette tradition de prélever du sébar était non seulement tolérée, mais même encouragée par les différents gouvernements égyptiens. Et à partir du moment où un service des antiquités a été créé en Égypte, donc il était de tradition qu'on suive, on court un peu derrière les sabachines pour ramasser les différents objets archéologiques qu'ils pouvaient mettre au jour au cours de leur prélèvement relativement désordonné.
La prédominance de la brique crue à Coptos, ça fait que donc des mètres entiers de couches archéologiques, on peut évaluer selon les zones, les prélèvements à 6, 7, 8 mètres de hauteur, ont fait disparaître les couches les plus récentes, mais également ont atteint en profondeur, encore une fois, étant donné ce phénomène de stratification toujours sur la même butte, ont fait disparaître des quantités de données plus anciennes. Un autre phénomène handicapant dans la connaissance de la ville est que, contrairement à d'autres sites égyptiens bien connus, on n'a pratiquement aucune donnée funéraire pour Coptos, à part quelques tombes isolées plutôt au sud de la ville. Le site ici de Kom el Koufa, par exemple, recèle une des rares tombes qui a été mise au jour et fouillée, qui date de la toute fin du IIIe millénaire de la 8e dynastie. Autrement, les seules données funéraires qu'on ait sont quelques tombes qui avaient déjà été lourdement pillées et très abîmées, qui se trouvent au sud du temple, sur le parvis sud du Grand Temple. Donc, contrairement à ce qui se passe ailleurs, encore une fois, assez peu de connaissances sur la population de Coptos, par exemple, ses traditions funéraires, etc. Donc, malgré cette situation défavorable, les archéologues n'ont pas manqué de se lancer à l'assaut du site, qui, dans les années 2000, se présentait à peu près de cette façon. C'est une photo qui a été prise donc, du toit de l'angle nord-ouest, depuis le toit du magasin dans lequel sont rangées les antiquités qui sortent de Coptos et des sites avoisinants. À l'époque, la végétation était moins haute, moins abondante que maintenant, mais ça c'est aussi un des problèmes énormes du site en termes d'exploitation, c'est la vitalité de ces épineux que les natifs appellent, selon les cas, agoules ou chauques, c'est-à-dire des plantes épineuses qui peuvent pousser jusqu'à pas loin d'1 mètre de hauteur, avec des racines extrêmement profondes et qui donc, plongeant directement dans la nappe phréatique égyptienne qui est actuellement fort haute, se développent avec une vitalité qui ferait plaisir à voir si ça n'était pas sur des restes archéologiques. Et chaque année, donc, c'est un travail tout à fait qu'on sait vain, mais qu'il faut faire, de désherbage, de manière à pouvoir dégager les vestiges. Et en quelques semaines, en quelques mois au plus, les travaux archéologiques d'une année à l'autre sont complètement recouverts et restent invisibles sur le terrain. Donc c'est un terrain qui peine à devenir spectaculaire. Une des premières préoccupations a été évidemment d'établir un plan topographique qui n'avait jamais été levé par nos prédécesseurs, lesquels avaient fait des plans partiels qu'on va voir dans un instant. Donc c'est un site assez vaste, d'à peu près 500 mètres par 500 ou 600, et le léger très gris que vous voyez là alentour, c'est un mur de protection qui a été installé de façon tout à fait opportune par le service des Antiquités, maintenant ministère des Antiquités de l'Égypte, en 2002, de manière à résister à la pression urbaine qui est assez forte dans cette région, bien que l'économie en soit assez dormante, la population, comme partout en Égypte, continue de s'accroître. Alors, comme l'a rappelé Jean-Pierre Brun, donc le premier fouilleur de Coptos a été William Flinders Petrie, qui a fouillé 3 à 4 mois entre fin 1893, début 1894, et comme toujours Petrie a publié très rapidement les résultats de ses travaux. Je donne ici l'essentiel, c'est-à-dire la localisation de ces travaux autour du temple principal consacré au dieu Min, dont on va reparler dans une minute, et à la déesse Isis, sa parèdre. C'est un temple à double axe, comme le matérialisent ces petits pointillés rouges, dans lesquels donc, Petrie a trouvé, dit-il, les bases d'un temple de Thoutmôsis III, donc vraiment du pic du fleuruide du Nouvel Empire, dont il ne reste absolument plus rien de visible sur le terrain aujourd'hui, et un certain nombre de monuments qui avaient été enterrés dans des fosses de Favissa après leur mise au rebut dans le temple principal. Alors, Petrie a vu d'entrée un certain nombre de points importants, et probablement la visibilité sur le terrain était bien meilleure qu'elle ne l'est aujourd'hui après toutes ces fouilles et la poursuite des destructions du Sébar jusque dans les années 30. Et en particulier, donc, on s'est aperçu qu'ici, il positionne un mur romain qui nous a paru bien intéressant cette année quand on a travaillé dans cette zone. Un des traits qui a permis à Petrie d'identifier le temple, c'est ce grand escalier, donc qui ici est montré dans une vue prise par le capitaine Weil en 1910 au cours de la première campagne de fouilles menée par Reinach. Cet escalier, évidemment, est aujourd'hui ruiné, mais menait donc au Téménos, à la partie la plus intime du temple de Bin,
Et vous voyez la hauteur des déblais à l'époque de la fouille, vous voyez l'état moderne, tout ça a été complètement décavé. Et là encore, des mètres cubes de matériaux archéologiques ont été retirés après ces fouilles de 1910, donc dans l'espace de quelques années finalement, jusqu'à ce que l'exploitation du sébar soit définitivement arrêtée. Parmi les objets les plus notables que Petrie a mis au jour dans la zone du Grand Temple sont ces fameux colosses de mine qu'il a trouvés donc cassés en plusieurs morceaux et enterrés, qui sont aujourd'hui donc présentés de façon assez spectaculaire depuis la réouverture des salles égyptiennes de l'Ashmolean Museum à Oxford. On voit donc, puisqu'il y a une personne qui a eu la bonté de se mettre à photographier pour donner l'échelle, donc on voit la hauteur de ces monuments, de plus de 4 mètres. Devant un autre élément statuaire qui est assez caractéristique de Coptos, qui est l'omniprésence du lion, qui peut être probablement dû, enfin attribué à l'environnement désertique de la ville. Et cette forme du dieu mine, donc extrêmement caractéristique, ityphallique, empoignant son phallus en érection, qui va rester caractéristique de sa représentation, y compris aux époques historiques. Ces énormes statues sont donc des éléments tout à fait marquants de la statuaire, des débuts de la statuaire en Égypte, et même en général dans l'humanité, par leur dimension colossale, et suppose donc évidemment une communauté extrêmement organisée, très riche, capable déjà de concevoir des monuments de cette taille, et puis plus compliqué encore de les exécuter. Alors après ces découvertes de Petrie, donc il y a aussi rapporté toutes sortes de monuments d'époque historique sur lesquels je n'insiste pas ici, la suite de l'exploration, due toujours à la même constatation que le site était abîmé à une vitesse qui était absolument insupportable, même pour l'époque, la seconde donc, vague d'exploration est due à Adolphe Reinach, lequel n'était pas particulièrement égyptologue, comme vous savez, puisqu'il était plutôt helléniste, mais a pensé donc qu'il pouvait de Coptos tirer, plutôt que des choses pharaoniques, des éléments sur l'implantation hellénistique et romaine en Égypte, dans cette région. Là encore, les archives photographiques de Martineau, l'architecte de Reinach durant la campagne de 1911, qui sont par chance conservées au musée des Beaux-Arts de Lyon et auxquelles nous avons pu donc accéder, montrent l'état, alors à la fois l'importance de ces explorations archéologiques de l'époque. Aujourd'hui, on travaille avec une douzaine ou une quinzaine d'ouvriers. À l'époque, c'était plutôt 120 ou 150, donc c'était des déménagements de déblais à la vitesse grand V, et la hauteur des déblais conservés qui recouvrent l'ensemble du site. L'un des acquis majeurs de cette saison a donc été de compléter le plan de Coptos. Petrie s'était concentré dans la partie centrale du site avec le Grand Temple, qui donc n'est pas pris en compte dans ce plan de Weil et Reinach, puisqu'il se trouverait ici légèrement à l'est, mais ils ont travaillé aussi dans le Grand Temple sur les parties avant, pensant que Petrie avait tout pris, qu'il n'y avait plus rien à faire dans les parties proches du sanctuaire. Ils ont travaillé au sud dans cette zone qu'ils ont divisée en 2 sections, Temple du Sud et Édifice du Centre, analyse qui n'est plus reçue aujourd'hui, sur laquelle on reviendra, et puis dans la partie chrétienne de Coptos, qui se trouve tout à fait à l'ouest et qui désignait sous le vocable général d'église de l'ouest. Ces fouilles aussi ont mis au jour un certain nombre d'éléments tout à fait notables, alors beaucoup d'époques chrétiennes, mais également d'autres d'époques très anciennes, en particulier des blocs de l'Ancien et du Moyen Empire, des textes extrêmement importants pour les juristes, qui sont des décrets royaux de l'Ancien Empire, qui avaient été réutilisés en fondation d'une fortification, on suppose celle de Dioclétien, au IIIe siècle, et qui nous donne beaucoup d'informations sur, d'une part, l'importance de Coptos et l'état de l'Égypte à la fin du IIIe millénaire. Après ces campagnes extrêmement lourdes, Reisner a fait quelques séjours à Coptos à la recherche du cimetière qu'il n'a jamais pu identifier. Encore une fois, comme on le disait, ça reste un des éléments les plus frustrants dans la connaissance du site et de sa population que cette absence de données. Et ensuite, donc, ont eu lieu des opérations ponctuelles, mais néanmoins extrêmement intéressantes. D'une part, dans cette zone, les travaux de recherche qui ont donné lieu à la publication de la thèse de Claude Tronecker, qui a été d'abord membre du centre de recherche de Carnac, puis professeur à l'université de Strasbourg,
et qui a travaillé donc sur les monuments de l'époque de Cléopâtre, mais aussi des premiers temps de la domination romaine dans cette partie sud. Donc il s'est avéré que cette partie sud, en réalité, constitue un seul ensemble, qu'on appelle les temples du sud, qui porte le nom pharaonique de Netchéri Shema, et qu'il faut donc relier cette entrée sud avec ce que Weil et Reinach avaient appelé les édifices du centre. Plus près de nous, donc comme le rappelait Jean-Pierre Brun, différents travaux de l'Université du Michigan et de l'Université d'Asyut ont été menés de façon ponctuelle, sous forme de sondage, dans une optique tout à fait précise, celle de définir des assemblages céramiques. Donc l'idée était de trouver des tessons en contexte stratigraphique, ce qui n'est pas très facile sur le site étant donné les bouleversements, et d'établir donc une forme de guide chronologique de la céramique, un chronotypologique, de manière à aider des investigations futures, ce qui est effectivement tout à fait le cas. Après cette recherche, donc, qui a été publiée et qui, encore une fois, est quelque chose d'extrêmement précieux maintenant pour nous qui reprenons le site, c'est donc à la suite de la grande exposition qui avait eu lieu à Lyon en 2000 sur Coptos aux portes du désert, ayant donné lieu à la publication d'un très beau catalogue de synthèse et la tenue et la publication d'un colloque international faisant le point sur les connaissances du site. C'est à partir donc de ces données et de la situation extrêmement favorable que représente l'implantation à Lyon, puisque le musée des Beaux-Arts a une collection très importante d'objets de provenance coptite, pratiquement tous les objets qui ont été rapportés par Reinach en 1910-1911 sont maintenant conservés au musée des Beaux-Arts, donc plusieurs centaines de pièces. C'est cette situation donc, qui m'a poussé à ouvrir une recherche plus élaborée dans cette région. Le fait étant que la région de Coptos m'était déjà par ailleurs connue, puisque pendant plusieurs années, je devrais même dire plusieurs dizaines d'années, j'ai travaillé avec Claude Tronecker à la publication du petit temple d'El-Kala, petit temple périphérique à environ 1,5 km au nord du temple principal, qui était une sorte de kiosque, point d'aboutissement des processions, construit au début de l'époque romaine ou à la toute fin de l'époque ptolémaïque. Donc ces différents cadres historiographiques archéologiques étant posés, donc je vais reprendre l'intitulé que m'avait suggéré Jean-Pierre Brun, Coptos, porte du désert. Alors, Coptos, porte du désert, il faut d'abord remarquer, d'un point de vue purement philologique, que d'après une étymologie qui était proposée dès la fin du XIXe siècle par Victor Loret et jamais tellement remise en question, le nom de la ville, donc Geptu, Geptiu, selon les transcriptions adoptées, est une dérivation du mot Gebet qui désigne le sac. Et plus particulièrement, comme on le voit sur ce hiéroglyphe qui est intégré au système graphique de l'égyptien, le sac d'une catégorie de population bien précise qui est celle des prospecteurs de métaux, de matières précieuses en général, qui œuvraient dans le désert, en particulier dans le désert oriental, puisque le désert occidental est assez peu riche en pierres semi-précieuses. Cette dénomination donc, renverrait dès l'origine à donc, une forme de dérivée plurielle, un Geptiu, ceux du sac, ceux qui appartiennent au sac, donc ceux qui sont par définition attachés à la collecte des minéraux. Donc ça, c'est une référence évidemment très claire aux ressources du désert oriental. Autre élément très ancien qui nous font penser à un attachement très, très, très fort, très organique entre cet établissement humain et le désert, la prédominance du lion à toutes les époques, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, qui demanderait à être fouillé un peu plus qu'on ne l'a fait jusqu'à présent, et la présence de ces colosses qui, pour autant qu'on puisse en juger, sont quand même dans une attitude peu typique de la représentation du dieu égyptien. Alors, des reconstitutions ont été proposées, ici celle de Kemp, par exemple, en 2000, sur la situation de ces colosses, qui étaient donc au nombre de 3, peut-être même de 4, en lien probablement avec un enclos sacré. Bon, on n'a pas beaucoup de données sur l'architecture de Coptos à cette époque, ni même sur l'architecture sacrée en général, à l'époque du Nagada II, donc vers 3300, 3200 avant notre ère. Ce qui est clair, c'est que ces colosses trouvés par Petrie présentent sur les jambes, sur les cuisses, des gravures
extrêmement curieuses et qui ont fait couler beaucoup d'encre d'ailleurs de la part des spécialistes, qui représentent des éléments variés. Alors celui-ci est assez clair puisque c'est le symbole, l'emblème du dieu Min et ce qui sert à noter son nom, donc ça c'est une chose assez claire. Ce qui est également très net, c'est la présence de ces coquillages qui ont été reconnus par des spécialistes comme des coquillages de la mer Rouge et qui d'entrée donc posent une relation entre Min et les rivages de cette mer Rouge. Les représentations classiques de Min donc, continuent à le garder ityphalique, momiforme, mais y ajoutent donc un élément supplémentaire qui est le fait que, contrairement à ce qui se passe sur les colosses archaïques, il a le bras levé, tient une forme de chasse-mouche, qu'on appelle le flabellum, terme extrêmement élégant, et il est coiffé donc d'un mortier avec 2 hautes plumes, caractéristique qui sera reprise encore une fois par le dieu Amon dans sa compétence de dieu de l'air à l'époque, à partir du 2e millénaire. Min est en général associée, alors dans ces représentations de relief, évidemment, la main qui tient le phallus n'apparaît pas, donc on a cette espèce de forme assez curieuse, cette gibbosité qui représente son épaule. Et Min est associée en général à un élément qui a aussi été analysé comme un renvoi à son origine et à des conditions de vie très anciennes, à la fois dans le désert et dans la vallée, qui est la hutte de Min, qui se présente donc sous cette forme conique, avec un élément dépassant qu'on imagine être le mât. Et on a également donc souvent un mât avec des cornes qui renverraient, disent certains, à des populations pastorales, nomades. Bon, ça, on peut discuter là-dessus. Cette hutte de Min fait également support d'un rite qui est représenté assez fréquemment en lien avec le dieu, que l'on voit ici, qui était malheureusement très fortement martelé dans ce Dendera, c'est dresser le mât pour Min, ce qui semble être lié donc à l'installation de cet habitat et au montage de ces huttes. Et ce mât est dressé, alors mon image n'est pas très précise, c'est difficile de zoomer, on voit des petits personnages avec des plumes sur la tête, la plume sur la tête étant une marque d'exotisme dans la représentation égyptienne, des petits personnages donc, qui sont en train, bon, la représentation là est assez, comme d'habitude en Égypte, assez analytique, mais on voit donc un groupe de 6 personnages qui donc essayent de dresser un mât verticalement, de le planter verticalement, probablement pour installer dessus une tente. Donc ça aussi, c'est un des rites spécifiques qui semble rattacher Min à un habitat nomade et donc à des populations du désert. Voilà pour les représentations. Du point de vue de la phraséologie, Min, qui est donc appelé dieu de Coptos à partir de la fin du 3e millénaire, de la 6e dynastie, dans le Wadi Hammamat, est un dieu qui est souvent appelé maître des pays étrangers, Neb Rassout, et dont le rapport avec les populations nomades du désert oriental est posé sous différentes formes. Alors, comme souvent dans la méthodologie égyptologique, évidemment, on est obligé de mettre bout à bout des sources qui ne sont pas forcément toujours de la même époque, mais enfin, on arrive quand même à attraper comme ça quelques bribes d'informations. Et on voit que dans les temples, justement, de l'époque grecque et romaine, Min est appelé assez souvent soit le chasseur de Punt, pays de Punt, donc terme géographico-mythique dont on va reparler, ou bien même le Medjay, Medjay étant une dénomination ethnique très clairement associée au désert oriental. Que se passait-il dans le désert oriental à l'époque pharaonique et qui habitait le désert d'Égypte? C'est une question à laquelle il est difficile de répondre dans la mesure où ces populations ont laissé des traces extrêmement légères en termes archéologiques dans le désert, pratiquement aucune. Alors on peut citer des études récentes et l'habitude qu'ont maintenant les archéologues de faire des surveys, de faire des reconnaissances dans le désert, ont fait identifier des installations tout à fait ténues destinées par exemple à capter l'eau, à servir de réservoir d'eau. Vous savez que les déserts d'Égypte sont soumis, comme pas mal d'autres déserts, à des chutes d'eau très, très peu fréquentes mais extrêmement violentes qui donnent lieu à ce qu'on appelle des crues de wadi. Et apparemment, donc, il y avait dans le désert des gens qui profitaient des retenues d'eau naturelles, mais aussi en aménageaient de manière à pouvoir se déplacer dans des conditions d'habitabilité satisfaisantes. Donc on reconnaîtra qu'ici, ces rangées de pierres, plus ou moins organisées, sont effectivement des traces extrêmement
légère en lien avec cette pratique qu'on appelle du très joli terme anglais de water harvesting, c'est-à-dire moissonnage d'eau. Ça reste quand même archéologiquement très ténu. Du point de vue des textes, on n'a pas non plus grand-chose, puisque les seules références qu'on ait dans les textes viennent alors d'époques assez tardives, hein, pas avant le deuxième millénaire, dans des sources officielles et sont attachées à la Nubie. On a par exemple autour du site de Semna, qui est un site de forteresse égyptienne installé tout à fait au sud de la deuxième cataracte du Nil, plusieurs documents, alors soit des documents officiels, comme ici cette stèle de Sésostris III, qui parle des Medjay venus qu'il convient de retenir à la frontière, excepté quand ils viennent faire du commerce avec les Égyptiens. Mais encore une fois, là on est dans un contexte très proche du Nil, donc on suppose que ces Medjay se rapprochent de la vallée, évidemment, quand ils veulent échanger certains produits. Et on a également des données documentaires, en particulier toujours provenant du même site, cet ensemble d'informations sur ce qui se passait dans ce fort de Semna, qu'on appelle les Semna Dispatches, papyrus trouvé à Thèbes, qui montre avec quelle minutie les scribes égyptiens enregistraient les mouvements de population. Et ces Semna Dispatches nous montrent à 2-3 reprises un petit corpus d'une douzaine de dépêches et montrent à plusieurs reprises donc des petits groupes de Medjay s'approchant de la vallée, effectivement pour faire du commerce, témoignant de l'état de famine et de dénuement dans le désert qui les contraint à se rapprocher de la vallée du Nil. Et là encore, les Égyptiens donc, ont pour politique de recevoir leurs produits, éventuellement de les échanger contre d'autres. En général, les échanges qui étaient faits, c'était du blé ou de la nourriture, peut-être sous forme de pain, donné par les Égyptiens qui recevaient en échange un certain nombre de produits. Alors on suppose du bétail, peut-être des minéraux, des pépites d'or qu'on pouvait ramasser dans le désert sans forcément installer des exploitations très systématiques. Et après avoir donc opéré ces échanges, les Medjay étaient renvoyés dans le désert. Alors certains, et ça on le sait par d'autres sources, aussi bien en Nubie que surtout dans la vallée du Nil, se mettaient au service des Égyptiens, de façon stipendiée leur connaissance du désert et leur aptitude à se déplacer dans des milieux qui n'étaient pas les milieux nilotiques. Et on a quelques témoignages archéologiques alors en Égypte de ces populations qu'on suppose être les Medjay, encore une fois, ou les populations nomades du désert oriental, mais qui, dans la tradition historiographique égyptologique, sont connus sous le nom de pangraves, dans la mesure où leurs tombes, en effet, au lieu d'être rectangulaires, comme une tombe d'Égyptien, sont circulaires, donc en forme de poêle à frire. Et de ces pangraves, donc, on a quelques petits cimetières, avec à chaque fois très peu d'individus, qui se trouvent en périphérie des cimetières égyptiens, en périphérie des zones habitées. Et la céramique est manifestement, ici dans ce cas, tout à fait nubienne, de tradition nubienne. Et on suppose donc que c'est cet ensemble, ici dans une fouille qui a été faite à Mostageda, non loin d'Abydos. Ces ensembles donc témoignent très clairement, de l'aspect nomade de ces gens qui étaient dans les pangraves, dans la mesure où ils importent de la céramique nubienne, donc ils ont des liens avec la Nubie, la Basse-Nubie, le Soudan actuel, et d'autre part, des populations qui mettent un grand accent sur l'élevage, sur le pastoralisme, qui sont régulièrement enterrés, soit avec des cornes d'animaux, soit avec des bucranes, comme c'est le cas ici, quelquefois décorés de peintures. Donc cet ensemble de gens, encore une fois, c'est quelques dizaines de tombes en périphérie de cimetières qui sont principalement des cimetières pharaoniques, ou quelquefois implantés dans des zones loin des habitats, semble pour certains à peu près équivalent de ce qu'on trouve en Nubie sous le nom de groupe C, population qui de même mettent l'accent, alors bon, évidemment, étant enterrés en Nubie, là très clairement ont un mobilier céramique qui est local, mais mettent également un accent très fort sur l'élevage, sur les pratiques pastorales, qui sont parmi les biens qu'on emporte dans l'au-delà. Tout ceci donc abrité par des tombes circulaires, souvent marquées par des cercles de pierre, ce qui est aussi le cas des pangraves. Donc ces gens dont on connaît là presque uniquement donc les pratiques funéraires semblent avoir été ce qu'on peut appeler à certaines époques et dans certaines zones les Medjay,
et qui correspond donc, pense-t-on, au groupe qu'on appelle aujourd'hui les Bedja, sur lesquels on va revenir. Une autre catégorie de population qui est attestée alors dans les textes, mais dont on n'a aucune vision archéologique, ce sont les fameux blémis, enfin en tout cas dans la partie pharaonique, je m'exprime ici pour ceux que je connais. Ce sont les blémis qui sont attestés pour la première fois là aussi en Nubie au 7e siècle, dans une stèle écrite en hiéroglyphe mais par un roi soudanais, un roi méroïtique, qui sont donc cités comme étant des nomades qui sont combattus par le roi nubien. Et ces blémis, un peu plus tard, au VIe siècle, fin du VIe siècle, sont également cités, mais en Égypte, cette fois en Moyenne-Égypte, dans le site d'El Ibé, comme étant d'ailleurs relativement intégrés à la population égyptienne, puisque certains occupent des fonctions sacerdotales et font partie du personnel du temple d'El Ibé. Donc ces blémis, encore une fois, semblent couvrir une aire géographique extrêmement vaste, qui irait donc de Méroé, sur la troisième cataracte, même au sud, jusqu'à pratiquement l'apex du delta. Alors du point de vue linguistique, qui est souvent une bonne façon de résoudre certains problèmes de ce type, donc on peut renvoyer au groupe linguistique dit Bedja, qui appartient aux langues camito-sémitiques, comme on dit, ou afro-asiatiques du Nord, et qui recouvre en réalité un ensemble de dialectes assez variés, lesquels dialectes sont aujourd'hui répartis dans les 3 pays qui couvrent le littoral de la mer Rouge, donc Égypte, Soudan et Érythrée. Bon, par définition, le nomade étant appelé à se déplacer en fonction de la situation politique des pays dans lesquels il se trouve et des variations climatiques aussi qui interviennent dans le désert, on peut supposer que déjà à l'époque pharaonique, donc, on avait quelques tribus qui sont désignées sous un terme générique de Medjay ou plus tard de Blémi, qui nomadisent en gros entre la Moyenne-Égypte et puis l'Érythrée. Enfin, on a assez peu de sources là, mais en tout cas pour la Nubie, on est assez clairement renseigné. Alors, à titre de comparaison ethnographique, il est intéressant de relever, dans la documentation rassemblée par Weil et Reinach en 1910 dans la région de Coptos, la présence d'une des tribus qui constitue un des sous-groupes linguistiques du Bedja, qu'on appelle les Bicharins, et qui apparemment était très présent en Égypte encore dans la première moitié du XXe siècle, puisqu'on a plusieurs articles d'égyptologues qui sont intéressés à leur pratique culturelle et à la proximité de ces pratiques avec certaines habitudes des Égyptiens pharaoniques. Et on voit ici donc une tribu, enfin un représentant d'une tribu, il y a d'autres photos dans les archives de ce type-là, qui à la fois est assez bien intégrée à la vie de la vallée, puisque les poteries sont tout à fait proches de ce qu'on voit dans les intérieurs coptites de l'époque, encore une fois autour de 1911, mais également qui garde une forme d'habitat traditionnel, comme par exemple ici la tente. Alors on ne va pas dépasser le mât de mine, mais enfin ça pourrait être à peu près de ce style-là. Et on voit que ce camp bicharin est implanté en périphérie de la vallée, puisque derrière on a tout un paysage de palmiers, donc on doit être vraiment très proche de la ville de Coptos. Donc il faut compiler pas mal d'indices de nature et d'époques différentes pour arriver à la conclusion que effectivement les déserts d'Égypte devaient être bien plus peuplés à l'époque pharaonique, hellénistique et romaine, qu'on ne l'imagine. Encore à l'époque hellénistique et romaine, on a de très nombreuses mentions textuelles, mais pour l'époque pharaonique, on a vraiment un matériau qui est tout à fait réduit. Deuxième point, Coptos et le désert en tant que source de produits minéraux appréciés dans la vallée du Nil et ailleurs. Alors on voit sur cette carte qui est un petit peu ancienne une chose, c'est que les Égyptiens évidemment ont pratiqué plusieurs routes pour se rendre sur le littoral de la mer Rouge, et selon les époques et les circonstances, pouvaient donc soit en effet partir de Coptos, soit voyager davantage vers le sud ou plutôt vers le nord. Et dans les cas où la capitale était installée en région memphite, par exemple, on a des installations assez importantes qui ont été repérées au fond du golfe de Suez. Il est clair que pour la Haute-Égypte, Coptos est quand même dans la situation la plus favorable, d'abord encore une fois à cause de cette distance très courte à la côte, et puis du fait que sur cette route donc, qui porte le nom dans la toponymie locale de Wadi Hammamat, se connectent toutes sortes de wadis qui permettent de rejoindre des sites à la fois au nord et au sud autour du point d'aboutissement de la piste directe qui aboutit actuellement à la ville de Kosser
et à cet établissement qu'on appelait Myosormos dans l'Antiquité, comme l'ont démontré les recherches des collègues de l'équipe des Praesidia du désert oriental. Comme je l'ai dit, donc il est assez probable qu'une partie de ces minéraux arrivés en Égypte, exploités par les populations nomades qui étaient implantées et qui en faisaient commerce avec les Égyptiens. Mais quelquefois, donc, on a des expéditions égyptiennes qui sont montées, qui sont organisées pour aller chercher de façon plus systématique ou en abondance ces ressources. Et en ce cas, donc, Coptos conduit à la fois vers des mines et vers des carrières. Alors pour ce qui est des mines, on a évidemment des mines d'or qui sont relativement importantes, qui se trouvent sur cette route même du Wadi Hammamat, juste un peu à quelques kilomètres, un peu plus loin que la zone du Hammamat à proprement parler. C'est une zone aurifère qui a été exploitée probablement à toutes les époques, mais dont les traces actuellement visibles sont d'époque byzantine, hein, donc la zone qu'on appelle de façon assez large Bir Fawahir. Bon, il y a des sous-parties, donc qui est un village qui a été fouillé par une expédition américaine et qui est maintenant assez bien connu. Et comme assez souvent dans le désert oriental, ça c'est une caractéristique des expéditions au départ de Coptos et des expéditions égyptiennes en général, souvent les expéditions sont à but multiple et aller chercher de l'or, donc ce qui, encore une fois, ne semble pas avoir motivé une implantation de longue durée dans cette région aurifère du Bifawahir, était aussi l'occasion, par exemple, d'exploiter d'autres ressources, ici dans la même région hein, de Fawahir, un filon, une veine granitique qui a été exploité, dont on trouve à Coptos des restes. Hein. Bon, c'est un granit de très mauvaise qualité qui n'a pas bien résisté au temps. Vous voyez ici une amorce, une ébauche de colosse qui a été laissée sur place hein, et qui nous atteste que cette zone était utilisée à la fois comme carrière et puis comme mine. Dans la catégorie des carrières, la plus connue est sans conteste donc celle du Wadi Hammamat, qui est à peine une centaine de kilomètres de Coptos, hein, et dont on voit ici l'actuel aspect témoigne hein, des débitages très importants qui ont été pratiqués dans l'Antiquité, donnant lieu à des inscriptions commémoratives d'importance, comme celle-ci par exemple de Montotep IV qui raconte si je me rappelle bien, le dit miracle de la gazelle, c'est-à-dire le fait qu'une gazelle est venue mettre bas sur le couvercle du sarcophage qu'on est en train de préparer pour le pharaon, ce qui ne pouvait être qu'un signe du dieu Mine. C'est une zone donc, qui a été de tout temps occupée. On a des inscriptions à partir de la 4e dynastie déjà, et avant probablement aussi du passage, même s'il n'y avait pas d'inscription. Et c'est dans cette région qu'il faut chercher donc l'origine de ce fameux papyrus de Turin, appelé papyrus des mines d'or, qui représente, donc qui est une des plus anciennes, sinon la plus ancienne carte de l'humanité, et qui représente donc d'une façon extrêmement schématique mais assez claire cette route allant vers le Wadi Hammamat, chercher cette fameuse pierre très sombre qu'on appelle de la gréaque ou de la graovake, qu'on appelait longtemps du schiste, dans l'île d'égyptologie, qui est représentée ici par des montagnes, non pas rouges comme les montagnes qui sont du côté de la vallée du Nil, mais noires, avec une route qui est aménagée. Hein, et on a ici donc une route qui est marquée par une couleur différente et des petits cercles marrons qui semblent représenter des gravillons, une forme de calade, en fait, d'aménagement. Et ce papyrus, donc, est appelé des mines d'or, effectivement représente, on le voit ici, une exploitation minière hein, sous forme de filons très minces ouverts dans le Guébel. C'est exactement en effet l'aspect des mines d'or antiques, hein, qui n'étaient pas des excavations importantes, mais qui repéraient un filon et le suivaient du haut en bas de la montagne. Donc ça donne cet aspect qui est extrêmement précis et exact. Alors ce papyrus est dit des mines d'or, mais en réalité, une partie importante, c'est un papyrus qui a été écrit à l'époque de Ramsès II, probablement comme une espèce de guide pour un chef d'expédition qui devait aller chercher quelque chose dans le désert. Et on a du côté du... Alors le papyrus est très très long, donc il est difficile de le représenter de façon lisible sur une seule vue, mais ce qu'on remarque, c'est que en réalité, alors il y a tout un commentaire hein, qui a été
fait par le scribe qui s'appelait Mennard, si je me souviens bien, sur le mode d'emploi en quelque sorte de ce papyrus, les distances, etc. Et on a donc au bout du Wadi Hammamat un certain nombre de rectangles noirs qui semblent représenter des blocs extraits de la carrière et préparés pour être emmenés vers la vallée quand l'occasion s'en présenterait. En effet, les expéditions égyptiennes au départ de Coptos pratiquaient le Wadi Hammamat en général dans des buts multiples, comme je l'ai dit, et assez souvent, un de leurs buts, c'était d'arriver jusqu'à la mer Rouge pour y accueillir ou pour y lancer des navires rentrant d'expédition, et chemin faisant, le corps expéditionnaire en profitait, soit pour extraire, soit pour rapporter, aller quelques blocs vers la vallée. Donc il y avait toute une gestion logistique extrêmement fine de ces expéditions, qui entre autres est illustrée par plusieurs inscriptions très développées du Wadi Hammamat. Donc à partir de donc en se promenant dans ce désert, encore une fois en allant vers les mines et les carrières, on aboutit à la zone côtière assez rapidement. Zone côtière qui, encore une fois, n'était pas la seule accessible, hein, puisque pour les périodes les plus anciennes, on a repéré depuis quelques années des ports pharaoniques près du Sinaï, mais à l'époque du deuxième et surtout du premier millénaire, on a si je retrouve ma carte, voilà, on a donc au départ de Coptos, qui est ici, une facilité par le Wadi Hammamat à arriver au site qui s'appelle aujourd'hui Kosser, qui s'appelait Myosormos à l'époque hellénistique et romaine, et un peu plus au nord, à un autre site qui est le site de Gawazis, lequel a été récemment fouillé. Alors, ce site, excusez-moi, je cherche dans mon fond de carte qui est assez abondant. Voilà une carte qui a été établie par les collègues de la mission italo-américaine qui fouille à Mersa Gawazis. Donc, vous voyez ici le Wadi Hammamat. Coptos donc, est un petit peu en dehors de la carte, ici au bout de la piste. On a ici la ville de Kosser et juste un peu au nord, donc à peine vous voyez, 40 km, 50 km au nord, le site de Gawazis que l'on rejoint assez facilement par un wadi qui part du Wadi Hammamat. Vous voyez cette carte très complète hein, qui met à la fois les points d'exploitation minière, les puits qui sont finalement plus nombreux que ce qu'on imagine, et donc un certain nombre de sites d'occupation anciens qui ont été repérés. Alors, Mersa Gawazis, qui est occupée à la fin du Moyen Empire et donc à partir de la 12e et jusqu'à la 18e dynastie, qui est ensuite abandonnée pour des raisons probablement, là encore, physiques, hein, de variation du niveau de la mer qui a laissé à sec le port ancien, a livré un certain nombre de documents intéressants, entre autres celui-ci, donc Urenda Menemat II, de la deuxième moitié de la 12e dynastie, avec une scène d'adoration à Mine qui ne laisse aucun doute sur les liens extrêmement étroits entre Mine et Coptos et cette zone. Alors dans ce port de Mersa Gawazis, on a, qui donc a été apparemment présenté ce que les collègues appellent une paléobaie, a été progressivement laissée à sec par le retrait de la mer. On voit sur cette carte une série de galeries creusées dans le rocher corallien, lesquelles galeries donc, servaient à ranger les bateaux. Vous savez que les Égyptiens cousaient leurs bateaux, donc on arrivait de la vallée avec les planches pré-percées, en quelque sorte, dirait-on aujourd'hui, et on assemblait avec des cordages les bateaux sur place, et ensuite, quand on revenait d'expédition, on démontait les bateaux, on les rangeait soigneusement, et ils pouvaient attendre donc l'expédition prochaine ensuite, avec tout un travail évidemment de rangement, de maintenance, qui était assez important. Ces galeries, alors ici une des fameuses séries de cordages qui ont été retrouvés remplissant une galerie entière à Mersa Gawazis, qui sont une chose absolument étonnante, et une entrée de ces galeries hangars, c'est un hangar à bateau en réalité, avec des emplacements de stèles renvoyant aux membres de l'expédition qui ont dû laisser une trace commémorative de leur passage.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que, au point de vue de l'étude du commerce, c'est que les collègues italo-américains ont identifié, connaissant bien cette région de la mer Rouge, en particulier plus au sud, vers le Soudan et le delta de Gache, ont pu identifier de la céramique en assez petit nombre, mais tout de même assez caractéristique, qui renvoie à la fois à la côte soudanaise, hein, mais aussi à la côte, donc avec Adulis par exemple, en Érythrée, mais également ici avec Adéa ou Kena, à des sites qui sont sur la côte arabique. Hein, et donc là, on est déjà dans des contacts, encore une fois, assez intéressants, hein, vers le XVIIIe, XVIIe siècle avant notre ère. Donc ça, ce sont des choses qui sont tout à fait notables. D'un point de vue des sources pharaoniques figurées, et dans pas mal de textes aussi, hein, qui présentent la réalité souvent en Égypte, hein, de façon extrêmement synthétique, le concept géographique qui correspond à toutes ces zones éloignées avec lesquelles l'Égypte avait des contacts réels, mais tout de même assez sporadiques et sans doute limités en nature, c'est le concept de Punt, du pays de Punt, qui a là aussi fait couler beaucoup d'encre et entraîné beaucoup de discussions, mais à propos duquel maintenant tout le monde est à peu près d'accord pour dire qu'il doit s'agir de la péninsule arabique, alors soit uniquement de sa façade ouest, peut-être aussi de la côte sud, mais en tout cas c'est du côté de l'Arabie. On l'a longtemps situé du côté de la Somalie, mais c'est probablement une piste à abandonner. De Punt, on connaît alors bon, des textes, hein, qui mentionnent Punt, et puis également des représentations, en particulier dans le temple d'Hatchepsout à Der el-Bahari, que tout le monde connaît, j'imagine. Donc le deuxième portique, côté sud, représente cette espèce de contact, d'ambassade, hein, des Égyptiens. Donc il y a toute une scène maritime, etc. Je n'insiste pas sur les bateaux, ce n'est pas le sujet. Donc des contacts avec les natifs de Punt, encore une fois, qui n'ont pas vraiment l'air de Soudanais, hein, pour autant qu'on puisse voir. Et ces échanges donc consistent pour les Égyptiens, vous voyez, à mettre en avant des métaux précieux, et soit bruts sous forme de lingots, soit transformés sous forme de bijoux, et à recevoir en échange des puntites, des produits, hein, qui doivent être de l'encens. Hein. Généralement, c'est de cette façon qu'on représente les produits végétaux un peu indistincts. Et on a cette fameuse scène de la reine de Punt, qui est une morphologie tout à fait particulière, qui est bien connue là aussi, et qui est dans le bloc au musée du Caire. À côté de ces données donc, économiques brutes, hein, c'est-à-dire échange de produits transformés contre, donc, en particulier de métaux précieux et d'objets précieux contre des produits végétaux, on a une représentation un peu stylisée sans doute, assez intéressante, de l'habitat des Puntites comme un habitat sur pilotis, avec une faune assez spécifique. On a ici une espèce d'oiseau qui ressemble à un cormoran, on a des poissons aussi tout à fait exactement représentés, et une végétation bon, qui est proche de celle de l'Égypte, hein, puisqu'on a des palmiers dattiers, mais on a également ces fameux arbres qui sont généralement dits être des arbres à encens. Et un des buts et une des réussites de l'expédition d'Hatchepsout a été de rapporter des arbres à encens en Égypte pour essayer de les acclimater. Bon, apparemment, ça n'a pas marché. Les expéditions vers Punt ont continué, mais néanmoins, c'est une tentative tout à fait remarquable pour acclimater en Égypte ces arbres à encens dont on avait grand besoin, évidemment, pour le culte divin. Donc en termes de navigation, il est clair que Coptos, beau port de mer, était assez bien situé pour des relations maritimes, dans la mesure où les vents et les courants permettent assez facilement non seulement de descendre vers le sud ou de passer du côté de la côte arabique, mais également de revenir, hein, puisque assez souvent le problème de navigation en mer Rouge, c'est d'arriver à remonter vers le nord, arriver jusqu'au fond du golfe de Suez. Donc on a ici Coptos et Cossair, parce que la carte est un peu à une échelle un peu plus grande. Donc on a effectivement des possibilités de navigation, hein, quel que soit l'endroit où on situe Punt, mais on a également des possibilités, alors là Coptos n'est plus aussi bien situé, d'accéder à l'Arabie évidemment par des routes terrestres. Hein. Et ça c'est ce qui a été récemment découvert
pour l'époque ramesside par la mise au jour de ce graffito de Ramsès III qui montre que à l'époque donc de Ramsès III, au XIIe siècle, on avait possibilité pour des expéditions égyptiennes de passer par le fond du golfe d'Aqaba et ensuite continuer par voie terrestre, donc sur des pistes caravanières. Cette possibilité exploitée probablement du fait que la capitale était à ce moment-là installée dans le nord du pays et non plus dans le sud, renvoie probablement aussi à une modification géopolitique des conditions sur la côte arabique, dont pour l'instant, moi je n'ai pas personnellement beaucoup d'idées, mais que des missions archéologiques de collègues sont en train d'explorer et qui seront probablement mieux connues dans un avenir proche. Voilà à peu près ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les relations de Coptos avec les espaces environnants pour l'époque pharaonique. En venant maintenant à la période hellénistique et romaine, donc ce sera l'occasion de donner quelques nouvelles de nos travaux divers. Alors d'une part, donc, encore une fois, on connaît très peu de choses de la ville en tant que telle. Ce qu'on connaît, ce sont les sanctuaires. Donc on est là sur une archéologie presque uniquement, pour l'instant, et dans les pas de nos grands prédécesseurs, d'archéologie religieuse, ce qui ne représente pas évidemment la totalité de la ville. Il faut rappeler que par rapport au site, donc je vous remets ce plan, donc pour l'époque pré-ptolémaïque, on connaît très peu de choses. Donc il y a ce soubassement du temple de Toutmose III qui a été vu et relevé par Pétrie, et on a cette enceinte dont le tracé n'est pas encore certain, qui est attribuée normalement à la 30e dynastie, à un des deux Nectanebo, donc on est au IVe siècle avant, quelque chose donc d'assez tardif finalement dans la vie du site. La seule zone dans laquelle on aurait pu avoir encore de l'habitat conservé avant les destructions des Sébarines, c'était cette zone-là qui, comme le montrent les courbes de niveau, est extrêmement élevée, qui est donc dans l'angle sud-est du site et qu'on appelle la butte rouge parce que c'est couvert de tessons, donc la terre est très, très pulvérilante et d'une couleur rouge très soutenue. Et dans cette butte rouge, donc Reinach a effectivement trouvé plusieurs niveaux de maisons coptes. De même ici sur le temple d'Osiris, il dit avoir démonté 2 niveaux de maisons coptes. Malheureusement, tout ça n'a laissé aucune trace, aucun plan, aucune donnée stratigraphique. Donc, pour tout ce qui est habitat, encore une fois, ça n'est pas pour l'instant qu'on va pouvoir en parler, parce que nous fouillons, nous, pour l'heure, surtout des structures cultuelles. Mais enfin, on commence quand même à avoir quelques petites idées sur le développement urbain. Le temple de Mine fouillé par Pétrie, dans sa partie avant, donc, semble avoir été en effet, depuis le Nouvel Empire, à peu près conservé à l'identique. Les premiers Ptolémées, en particulier Ptolémée II, va ajouter certains développements, plutôt comme c'est l'usage dans les temples égyptiens quand on veut les embellir, les agrandir, vers la partie avant, dans un espace qui était encore apparemment disponible. Et on connaît relativement bien les travaux de Ptolémée II par l'inscription très développée retrouvée par Pétrie, qui est maintenant au Caire, d'un nommé Zénon, que Pétrie appelait Sénouchéri, mais sur le nom duquel on est revenu maintenant et qui est manifestement un grec. Et Zénon serait venu avec la reine Arsinoé Ier habiter à Coptos quelques années et, sur les ordres de Ptolémée II, aurait développé un certain nombre de programmes architecturaux. Alors, d'après ce chronoplan, donc établi par Damien Lenné, qui est le topographe de la mission, on voit en vert donc, les travaux mentionnés alors à la fois les travaux mentionnés par Zénon et les travaux visibles sur le site. Alors, il y a un aménagement de la voie d'accès qui, pour l'instant, nous est connu surtout sur l'axe nord, qui est l'axe consacré à la déesse Isis. Puis, on aurait une sorte d'enveloppe qui aurait été développée autour du sanctuaire ancien. Enfin, dans la partie sud, on aurait donc toute cette zone des temples sud, dit encore une fois du Netchéri Shema, d'après les textes égyptiens, accessible à partir de cette grande porte sud, qui aurait été remaniée par Zénon. Et Zénon donne des dimensions très précises, des coudées, etc., qui sont censées nous aider à retrouver sur le terrain les monuments, mais cette zone a été très bouleversée, réoccupée très très longuement, donc on n'a pas beaucoup de données. Alors, une de nos premières campagnes nous a permis de nous apercevoir avec un certain étonnement qu'en réalité,
certaines structures sont très bien conservées, quoique très arasées, et on a en particulier de magnifiques dallages, à la fois au premier pylône, donc il a vraiment l'accès à partir de l'extérieur vers l'enceinte du téménos, mais également plus à l'intérieur du temple, à peu près à la hauteur du grand escalier de mine qu'on voyait tout à l'heure, des dallages très très bien conservés là aussi, probablement d'époque hellénistique, peut-être avec réfection à l'époque romaine, on ne sait pas très bien. Et ça, c'est une zone qui, malheureusement, alors qui nous a paru bien conservée, mais qui a été quand même fort abîmée depuis les fouilles de 1910, où se présentait une colonnade, hein, qui, de nos jours, est absolument impossible à identifier sur le terrain. On a également de Ptolémée II quelques éléments statuaires, donc celle de la statue de Zénon, des éléments de statue d'Arthinoé, etc. Donc manifestement, les Ptolémées, les premiers Ptolémées, les premiers Lagines, ont voulu marquer Coptos de leur empreinte, et on peut mettre ça en rapport évidemment avec des visées sur le désert oriental et les pistes, bien que pour l'instant on n'ait pas grand-chose de cette période, à ma connaissance, dans le désert. Régulièrement, les Lagides vont honorer la ville par la construction de monuments. Ici, par exemple, sous le règne de Ptolémée IV, marquage, on peut appeler ça comme ça, d'un axe processionnel reliant l'enceinte sud et le temple d'Osiris à un petit monument que nous avons eu la chance de pouvoir identifier depuis 3 ou 4 ans, qui est le Mamisi, c'est-à-dire le temple de la naissance, un petit temple rituel qui était évidemment qui fonctionnait en connexion avec d'autres ensembles théologiques. Et ce Mamisi, donc, dont on connaissait l'existence mais pas la localisation, a pu être identifié malgré son état très ruiné. En effet, il a été systématiquement détruit, apparemment quelque part dans le IVe siècle, et il n'en reste que peu de choses, hein, le dallage du sanctuaire, et on s'est aperçu cette année avec bonheur qu'on a également quelques éléments du plan de l'avant-cour. Hein. C'était une toute petite chapelle, hein, d'à peu près 3 mètres sur même pas 2,5. Donc vous voyez, c'est un bâtiment extrêmement modeste, mais qui était important certainement dans les célébrations, puisque à cette époque-là, une emphase particulière est mise sur les célébrations processionnelles, hein, qui étaient l'occasion pour les populations peut-être de rencontrer les souverains quand ils étaient en visite dans la région, et en tout cas de marquer une solidarité de la communauté autour de ces pratiques. Donc on a énormément de constructions modestes architecturalement, mais sans doute très importantes dans la vie religieuse des habitants. Un remaniement d'importance dont on n'a pas d'autre trace qu'une datation céramique et un tracé qui commence à se compléter quand même assez sérieusement, c'est ce mur daté par les collègues américaines du milieu du IIe siècle, donc qui serait attribuable à Ptolémée VI ou Ptolémée VIII, dont on ne voit pas très bien comment il joue avec les enceintes antérieures, ni avec l'enceinte générale dite des Nectanebo, mais enfin qui à un moment donné a dû servir à recloisonner l'espace urbain d'une façon qui était adéquate par rapport à son usage et à la vie de la ville, mais cet élément ptolémaïque, qui pour nous est un guide extrêmement précieux, puisqu'on le suit sur une bonne partie de son tracé au nord et à l'est, n'apparaît pas dans une logique de tissu urbain très très claire. J'espère qu'un jour, dans une campagne future, nous aurons quelques données nouvelles sur ce point-là. Récemment aussi, depuis 2 ou 3 ans, 3 ou 4 ans, nous avons commencé à nous intéresser à la partie dite des églises de l'Ouest, hein, où restent donc des vestiges d'époque chrétienne, entre autres un magnifique baptistère, sur lequel on dira peut-être encore 2 mots tout à l'heure, qui est un monument assez exceptionnel, aujourd'hui très ruiné, hein, mais qui à l'époque de Pétrie conservait 4 piliers empruntés à un kiosque de Toutmoses III, et à l'époque de Veil-et-Rhénac en conservait encore 2, mais aujourd'hui il n'y en a plus qu'un sur un soubassement assez chancelant, on va dire. C'est un baptistère tout à fait remarquable, hein, par la qualité de sa construction, avec des fonds baptismaux octogonaux, ce qui est extrêmement rare, et entièrement construit avec des blocs de remploi empruntés à un ou plusieurs bâtiments dont on ignore la localisation d'origine, mais qui probablement était le fameux temple d'Isis, hein, que les fouilleurs, en particulier Raynac, qui connaissait bien le corpus des inscriptions grecques, pensaient pouvoir identifier dans cette zone.
Cette région des églises donc, présente, outre le pilier de Toutmoses III, qui est quand même un élément très marquant du paysage, d'autres structures, en particulier celle-ci, donc, qui se présente comme un rectangle dont on n'aurait que 3 côtés, et qui était donc entièrement rempli de déblais quand nous avons commencé à regarder un petit peu de quoi il s'agissait et qu'est-ce que c'était que ces blocs de remploi qui ont été, comme vous le voyez, assez cavalièrement, on va dire, empilés pour former cette espèce de caisson dont nous avons pu démontrer cette année, de trouver cette année qu'il n'y a aucune autre, il n'y a pas de fondation. Donc, soit ce sont des fondations qui ont été entièrement déchaussées, ou bien c'était une espèce d'enclos qui était posé sur un sol d'usage. Il semblerait que plutôt à l'époque copte, le sol d'usage était en effet au sommet de ces 2 assises. Donc on peut penser plutôt qu'il s'agissait de fondations qui étaient à cette époque-là enterrées. Alors en regardant les blocs qui ont commencé à être étudiés systématiquement, relevés, numérotés, dessinés, etc., nous avions pu déjà remarquer qu'il y avait des blocs en connexion et qu'on pouvait reconstituer certaines scènes dont plusieurs portent très clairement, il n'y a aucune ambiguïté, le cartouche de Ptolémée IX. Ptolémée IX, dans la deuxième partie de son règne, c'est-à-dire entre 88 et 80, à l'époque où, après quelques différends avec sa famille, il abandonne son épithète de Philométor pour prendre celle de Aimé d'Isis. Et en effet, il est ici montré, donc rendant le culte devant Mine et Isis, mais dans les textes, c'est bien Isis qui est la seule destinataire du culte, qui revient par exemple dans les hymnes de façon très appuyée, même si elle est naturellement associée à la triade qu'on appelle osirienne, avec un certain laxisme ici, puisque Mine et Osiris sont 2 figures qui se superposent et qui se confondent de façon très fréquente. C'est le sens même de l'Osiris coptite, qui est un Osiris Mine ou Amine Osiris, et qui existe depuis au moins le début du 1er millénaire avant notre ère. Naturellement, ce couple divin génère un rejeton divin qui est Harpocrate, divinité enfant dont on a voulu voir l'origine à Coptos même, puisque c'est là qu'il apparaît en premier, son culte y est particulièrement actif, et en effet, des indices iconographiques et archéologiques montrent que c'est le dieu majeur de Coptos. C'est probablement la raison pour laquelle les Lagides, en quête de légitimité sous des auspices égyptiennes, ont mis l'accent sur les cultes isiaques, mais aussi les cultes de dieux enfants, et c'est le sens probablement déjà du Mamisie de Ptolémée IV, et Ptolémée IX est allé dans le même sens. On a un hymne trouvé remonté cette année qui, dans ce temple, insiste sur la légitimité du roi et le fait que sa légitimité, il la tient d'Isis, épouse d'Osiris, et donc il est le dieu-fils destiné à régner par excellence. Les blocs sont maintenant, donc on commence à en avoir un certain nombre de dizaines qui sont à peu près maîtrisés. Donc là est notre montage premier. On a pratiquement la totalité d'un encadrement de porte, d'un très beau monument, dans une qualité de gravure exceptionnelle, avec à peu près ici 4 mètres sous le linteau, donc c'est vraiment de la porte monumentale. Et donc on commence à pouvoir espérer reconstituer la forme de ce temple de Ptolémée IX, au moins dans sa partie avant. L'ensemble du site est jonché de blocs qui en proviennent. Une remarque importante à faire sur ce monument, c'est son matériau. Et en effet, la datation donc très claire de Ptolémée IX, donc encore une fois entre 88 et 80 avant notre ère, nous montre une chose, c'est que ce calcaire coquillé rose qui, bien travaillé, ressemble un peu à du granit, de provenance locale, puisque la carrière est à une quinzaine de kilomètres de Coptos, a commencé à être exploité au 1er siècle avant Jésus-Christ. Or, ce matériau avait été considéré comme un élément datant, déjà par Pétrie, marquant les derniers temps, Cléopâtre VII et l'époque romaine. Ici, on voit que dès le 1er siècle avant notre ère, donc, il y avait un usage intensif de ce matériau, de cette carrière. Et là encore, ça ouvre une réflexion sur le fait que les Romains, et comme les Grecs, ont encore intensifié l'exploitation des ressources minérales du désert oriental et n'ont pas cessé d'être en quête de nouveautés minéralogiques, en quelque sorte, pour nourrir soit leur construction sur place, soit des constructions à l'étranger, comme ce sera le cas des Romains et avec le porphyre. À la fin de l'époque hellénistique, donc la grande Cléopâtre a laissé à Coptos
où elle est peut-être venue, puisqu'on sait qu'elle a fait une visite dans le sud de l'Égypte, à un moment donné de son règne, plutôt vers la fin, a laissé un petit monument tout à fait intéressant, qui a été étudié par Claude Tronecker dans sa thèse, qui est une chapelle oraculaire, qui était implantée dans un angle d'un temple plus grand consacré à Geb, et qui se trouvait, comme on le montre cette photo, directement en face de l'accès principal sud du temple. Et en réalité, c'est à Cléopâtre qu'il faut attribuer la construction, probablement le percement de ces deux portes qui ensuite, durant toute la période romaine et plus tard, vont rester l'accès majeur à l'enceinte sacrée à partir du sud, du côté de la nécropole, puisqu'on a également, comme je le disais, quelques tombes qui ont été conservées de ce côté-là. Le décor de ces portes, alors la chapelle oraculaire est clairement au nom de Cléopâtre et de Ptolémée, un de ses deux ou trois frères et co-régnants. En revanche, la décoration a été terminée sous les premiers empereurs romains, donc elle est au nom de Caligula. Alors, à l'époque romaine, là, on entre dans une modification sans doute très importante de la physionomie de Coptos, dont, encore une fois, étant donné notre image très floue des époques précédentes, on ne peut pas entièrement saisir le côté drastique, mais qui certainement a été, pour les habitants de Coptos, un renouveau du paysage urbain tout à fait notable. Alors, rappelons que Coptos, qui avait été bien soigné par les Lagides, en particulier durant le 1er siècle, qui avait dû certainement avoir des rapports très étroits avec eux et le milieu alexandrin, a résisté assez farouchement à l'installation du pouvoir romain, et les textes rapportent un siège et une destruction, usquead solum, de Coptos par Aelius Gallus en 29 avant notre ère. Donnée qui paraît peut-être un peu exagérée, mais qui certainement a correspondu pour les Coptites à une nouvelle phase dans l'occupation de la zone sacrée. Avec Aelius Gallus arrive en Égypte Strabon, géographe, qui, quelques décennies plus tard, transcrira ses impressions de voyage en Égypte, comme vous le savez, et donne de Coptos une image tout à fait exacte sans doute, et d'après ce qu'on peut saisir, d'une ville totalement cosmopolite. Elle dit qu'elle est occupée à la fois par quantité à proportion égale par des Égyptiens et par des Arabes, Arabes étant un terme générique pour désigner toutes ces populations orientales, en particulier nomades, mais pas seulement. Et c'est une impression qui effectivement est confirmée par la documentation, les ostracas en particulier, qui nous montrent en effet beaucoup de noms d'origine étrangère parmi les gens qui avaient affaire à Coptos, soit pour du commerce ou bien dans des buts de piété quand ils venaient rendre hommage aux divinités coptites. Alors il semblerait, là aussi ce sont les textes qui nous le disent, que dès la conquête, une force militaire a été installée à Coptos, et un camp militaire plus précisément dès l'époque d'Auguste. Néanmoins, sur le terrain, on a du mal à trouver quelque chose qui corresponde à l'implantation de plusieurs centaines, au minimum plusieurs dizaines d'hommes à Coptos, lesquels militaires romains étaient probablement dans un premier temps censés assurer la paix déjà dans la ville, et plus tard, on le sait, et certains dans cette salle le savent beaucoup mieux que moi, assurer la sécurité du désert et accompagner les caravanes, ce qui allait être leur fonction pendant plusieurs siècles. Néanmoins, au début de l'époque romaine, au début de l'occupation romaine, il n'y a pas beaucoup, semble-t-il, d'agitation dans le désert oriental, et les routes semblent avoir été relativement sûres. Alors, un des indices possibles d'un remaniement qui pourrait faire penser à une implantation militaire, c'est au niveau du premier pylône du temple de Mine et d'Isis, la création de cette porte relativement large, qui fait à peu près 4,50 m de large, qui vient s'incruster en quelque sorte dans ce qui devait être une façade en briques, et qui semble donc ouvrir une voie qui, comme on le voit très clairement dans ce petit sondage, longeait
le mur sud du grand temple tel qu'il avait été établi par Ptolémée II. Donc ça, c'est une donnée topographique assez importante. Cette porte avait été vue par Reinach, mais jamais mise en plan. Et on a pu se rendre compte donc qu'elle devait, donc elle se trouve ici, hein, sur le plan, et qu'elle devait donc correspondre, desservir un chemin qui est à peu près le tracé du chemin moderne, hein, sur lequel les Coptites, jusque tout récemment, marchaient, hein, jusqu'à ce que le mur les empêche de traverser le site tout à fait librement. Mais après, c'était un chemin tout à fait piétonnier, très fréquenté. Et en travaillant donc dans cette zone, ici au sud-est, nous avons pu mettre au jour, il y a déjà quelques années, tout un aménagement, donc qui ne nous a d'abord pas paru très clair, mais qu'on commence à comprendre maintenant, toute une série de blocs dans une disposition assez chaotique qui provenaient de différents encadrements de portes en pierre, toujours le même calcaire coquillé, dont une au moins est au nom d'Auguste, et probablement d'après les reliefs, l'ensemble de ces trois portes a été en effet mis en place au début de l'époque romaine, et qui apparemment donc s'ouvrait vers l'est, hein, et constituait la fin de cette grande voie qui traversait le site d'ouest en est et qui semble avoir été, donc contrairement à ce qui se passe dans le Théménos égyptien, vous le savez, l'accès est normalement limité, réservé à certaines personnes et pas un accès public. Là, il semblerait qu'on ait eu une traversée importante qui était mise en place à cette occasion. Alors, ces portes, ces blocs disloqués qui ont commencé à apparaître quand on a commencé à travailler là du côté du sud-est en 2005, nous a d'abord beaucoup réjouis par la conservation de certains de ces éléments, ici avec une peinture assez bien conservée, dans une inscription au nom d'Auguste. Nous a également donné la joie de retrouver en 2 morceaux un linteau, excusez-moi pour le texte en anglais, qui a été donc réassemblé par les soins de notre restaurateur, le personnel de l'IFAO, Hassan El Amir, et qui nous a permis donc de déchiffrer une inscription grecque datant très clairement, l'inscription elle-même d'ailleurs, de 63. La porte elle-même est décorée au nom d'Auguste, donc c'est une inscription secondaire, mais on voit par là donc qu'en 63, cette porte était encore apparemment un accès important et a été remarquée en quelque sorte, reconsacrée par cette inscription au nom de Néron et d'un personnage extrêmement connu sur la place coptite dans le courant du 1er siècle, qui est le fameux Parthénios, fils de Pamine, chef du clergé d'Isis. Alors, ce Parthénios, on aimerait savoir à quoi ressemblait Parthénios, fils de Pamine, parce que c'est un personnage considérable de Coptos, dont on a toute une série de documents. Alors, ce tableau n'est pas lisible et ne tend pas à l'être. Je voulais simplement, donc, ici, regrouper les actuellement 27 documents du dossier Parthénios, avec leur répartition dans le temps, qui nous montre donc un pic d'activité sous Tibère, sous Claude. Bon, Néron, Parthénios, qui a été donc responsable du clergé d'Isis pendant une bonne quarantaine d'années, devait être lui-même en fin de carrière. Et on a également donc toute une série de documents qui ne conservent pas ou n'ont jamais indiqué leur datation. Donc ce Parthénios était extrêmement actif et son activité était en grande partie architecturale et consistait à dédier des portes et des monuments. Alors bon, dédiés, ça peut être à des degrés divers, ça peut être, j'imagine, comme la porte d'Auguste, et juste mettre une inscription sur un monument déjà existant, ça peut être aussi remettre faire des constructions nouvelles, hein, et partir dans des constructions vraiment originales. Alors, on connaît sur le terrain quelques monuments de ce Parthénios. Par exemple, ce monument qu'on appelle la porte peinte dans les publications coptites, qui, d'une façon, alors qui n'est plus tellement peint maintenant, et dans lequel donc, les scènes sont au nom de l'empereur Claude, donc c'est extrêmement clair, avec une dédicace en démotique, cette fois en écriture démotique, c'est-à-dire en langue vernaculaire, de Parthénios sur cette bande de la corniche. Cette porte, donc, qui sur cette photo se tient au milieu de nulle part, il faut l'imaginer donc souvent dans une enceinte en briques, hein, donc, et c'est là qu'on voit l'étendue des destructions et des prélèvements de briques crues qui ont été opérés dans le site. Maintenant, elle se tient donc au milieu de rien. Et, on voit également que c'est une construction
de plaquage, quelque chose qui architectoniquement est extrêmement fragile, et que toutes ces constructions de Parthénios sont venues comme des réaménagements probablement dans des enclos, des enceintes qui existaient déjà. On connaît donc un certain nombre de portes maintenant qu'on peut probablement attribuer à Parthénios. Outre celle-ci, le musée des Beaux-Arts conserve un jambage en grès qui était probablement aussi dans la grande enceinte et qui a été rapporté par Reinach en 1911. Et nous avons pu, donc, puisque tous les blocs de ces portes pratiquement sont conservés, remonter les encadrements, reconstituer, alors pour l'instant sur le papier, les encadrements de 3 portes. Donc la plus grande des portes, qui était une porte de façade, souvent sur l'est, qui est au nom d'Auguste originellement, puis de Néron, et a été encore regravée par Antonin Alpieux autour de 150-160. Correspondant, donc traversant le mur, la porte aboutissait du côté intérieur, sur la façade ouest, sur la face ouest du mur, à cette porte-ci, qui n'est pas bien différente. Et on avait encore donc, les restes d'une petite porte de service qui devait permettre de circuler le long d'un couloir de ceinture. Alors sur le terrain, ça nous a donné l'occasion de commencer à remonter ces portes. C'est une opération qui est assez délicate et qui se poursuit, mais qui va dans l'optique d'une valorisation du site et d'une indication sur le terrain de la splendeur de l'antique Coptos. À l'extérieur de la ville, Parthénios est peut-être aussi intervenu dans la construction de monuments périphériques, comme le temple d'Alcala dont je parlais tout à l'heure, qui est un point d'aboutissement processionnel certainement très important dans les célébrations publiques liées au fait de début de l'année, au retour de l'inondation. Et dans l'ensemble, donc, il semblerait que ces réaménagements de circuits, à la fois à l'intérieur du Téménos et à l'extérieur, étaient une des priorités des travaux de Parthénios. Récemment, nous avons pu commencer à nous intéresser à d'autres traits architecturaux qui doivent être contemporains, d'après le fait qu'ils sont assis sur un mur hellénistique arasé au même niveau que ces portes d'Auguste. Et ce sont donc 2 portiques, ou peut-être le même portique qui tourne du côté est, qui se trouve immédiatement au nord du temple de Mine. Alors cette année, nous avons pu achever un nettoyage assez intéressant de ces portiques, qui nous a permis une petite opération d'anastylose légère de quelques colonnes. Il y en avait déjà 2 qui étaient en place. On est manifestement dans un endroit qui était stratégique. Un dallage est conservé, donc probablement du 1er siècle, fondé sur le mur d'enclos en briques qui enserrait très étroitement le temple ptolémaïque, dont on voit ici le reste du mur nord, des fondations au moins, avec des aménagements ici plus tardifs. Alors, l'emplacement de ce portique est assez intéressant parce que, donc, fondé sur un mur hellénistique qui a été arasé, encore une fois sur tout son pourtour au même niveau, il sert à établir une nouvelle limite visuelle et physique de l'espace du Téménos de Mine, en implantant donc 2 rangées de colonnes et une 3e sur base quadrangulaire, qui était elle-même prise dans un mur en briques. Donc il faut imaginer qu'à cette époque-là, on n'a pas idée du niveau de circulation au 1er siècle à l'intérieur du Téménos, mais le mur du temple était surhaussé par ce portique qui devait s'élever à une certaine hauteur. On peut imaginer les soubassements du forum romain pour prendre des comparaisons prestigieuses. Et une tranchée donc, nous a permis de vérifier que ce portique, dont on voit ici 2 colonnes, ici un mur du fond, a été effectivement établi directement, pratiquement, sur la rase du mur hellénistique avec un petit niveau de rattrapage en limon tout à fait rapide. Alors, la dernière saison, là, qui a pris fin il y a à peu près une dizaine de jours, nous avons également nettoyé l'angle nord-est de cette colonnade dans le but d'essayer de comprendre ce que c'était que ces colonnes, qui sont dans un rythme un peu différent de leurs homologues du portique nord. On a trouvé là encore en place un niveau de circulation très clair marqué par cette dalle qui nous est extrêmement précieuse. Et on a pu, en nettoyant les blocs, en les rangeant, en les mesurant, s'apercevoir qu'ils forment la totalité d'un podium que notre architecte, pour l'instant, restitue de cette façon, donc environ 1,60 m de hauteur, dans lequel était pris un bloc de dédicace à Isis et Héra,
fait au bénéfice de Vespasien par un marchand qui habitait à Aden. Cette dédicace avait été repérée par Tronecker et publiée par Guy Wagner dès 1976. Donc c'est un document qui était connu depuis longtemps, mais dont on n'avait pas du tout compris le contexte. Et là, on voit qu'on a donc un socle de statue impériale, et dans le haut de ce dispositif, on voit ici sur ce bloc de corniche des mortaises qui servaient certainement à la fixation d'une statue qu'on imagine, une statue d'empereur, probablement en bronze. Ça restera à travailler. Donc l'aspect monumental de ce portique dans sa partie est était manifestement mis en valeur, et on voit comment, donc, à l'intérieur, on connaissait déjà des socles de statues impériales dans le temple, mais là, c'est une mise en scène particulièrement élaborée avec cette surélévation du portique et du socle qui se trouvait donc au même niveau que la colonnade. Donc nous voyons là, pendant tout le 1er siècle, apparemment, un investissement très fort dans la réorganisation des circulations, l'établissement de nouveaux circuits processionnels ou quotidiens, domestiques, et un accent qui est mis sur les temples égyptiens un peu métamorphosés, probablement, encore une fois, dans une très bonne liaison entre le clergé coptite et les occupants romains. Alors je me suis amusée, on s'amuse comme on peut, à mettre en phase donc les inscriptions qui sont connues dans le désert oriental avec celles qui sont dans le dossier de Parthénios en termes de chronologie. Et on voit que, bon, à part pour la catégorie incertaine qu'il est elle-même, on a pour les règnes qui sont effectivement clairement documentés une assez bonne convergence entre les documents qui marquent l'intérêt des Romains pour le désert oriental et l'aménagement des pistes désertiques, et puis ceux qui, à Coptos même, montrent en effet une implication dans la vie de la cité et une série de réalisations monumentales. Donc ça paraît un point tout à fait démonstratif de la symbiose totale entre ce qui se passe à Coptos et puis ce qui se passait sur les pistes du désert oriental. Alors cette année aussi, nous avons, il y a quelques semaines, mis à exécution un projet qu'on avait depuis longtemps, qui a été d'ouvrir un sondage ici à l'intérieur de cette structure chrétienne pour voir déjà quelle était son élévation et ce qu'on pouvait trouver dessous. Et là, nous avons, tout de suite sous ces blocs que vous voyez ici, nous avons sous quelques dizaines de centimètres de rejet d'époque copte d'ailleurs, mis au jour un ensemble extrêmement intéressant de dépotoirs avec des amphores romaines presque complètes, un amphore donc, que notre céramologue Delphine 19 a daté du 1er siècle, et peut-être même début du 1er siècle de notre ère. Donc on a actuellement 5 ou 6 de ces amphores complètes qui ont pu être prélevées et reconstituées, prises dans un ensemble de rejets lui-même assez particulier, de la couche de cuisine, mais extrêmement intense, avec des marmites noircies, des quantités de charbon, des eaux en abondance, et un instrumentum lithique totalement original, dans un matériau dont personnellement je ne vois pas du tout la provenance, qui est un calcaire coquillier nummulitique, de couleur blanche très, très, très claire. Et ces outils ont été jetés donc, avec les déchets de cuisine, déchets alimentaires. Ils sont visibles tellement ils sont d'une couleur très caractéristique, on les voit très très bien dans la couche de déblais. Donc cet ensemble est extrêmement intéressant parce qu'apparemment on s'est posé directement sur du limon et ça nous indiquerait donc une occupation romaine précoce dans cette zone tout à fait à l'ouest du site urbain et complètement à l'extérieur du Téménos, évidemment pharaonique. Étant donné l'abondance des déchets, encore une fois, on n'a fait qu'un tout petit sondage, on n'a qu'un bout minuscule de cette couche, mais la présence de ces amphores, quand même en nombre relativement élevé, dans un état de conservation élevé, le côté très systématique du rejet des outils, des eaux, etc., fait penser à une structure collective organisée, et naturellement, on serait assez enclin à voir là un reste de témoignage de la présence romaine. Bon, c'est peut-être pour l'instant un peu aventuré, mais ça ouvre quand même des perspectives et surtout ça commence à nous montrer ce qui se passait à l'époque romaine du côté de l'ouest du Téménos, alors que jusqu'à présent on n'avait là que des indices de la présence chrétienne. Donc ce 1er siècle est finalement le mieux documenté pour nous en termes archéologiques. Et pour la suite, donc, ce sont les sources épigraphiques, documentaires, et puis les sources archéologiques du désert oriental,
qui nous donne finalement une idée la plus précise de ce qui se passait à Coptos. Dans la ville même, les restes archéologiques sont très abîmés, relativement peu nombreux et assez difficiles à interpréter. Alors, dans l'angle nord-est, les collègues américaines et l'université d'Asyut s'étaient intéressés à cette structure qui est installée sur l'enceinte hellénistique et qui représente apparemment, d'après Peter Grossman qui a jeté un coup d'œil, non pas comme on le pensait une forme de basilique, mais un habitat de prestige, un habitat résidentiel, peut-être la résidence du préfet de Bérénice quand il était dans la région. Il devait résider à Coptos, mais probablement pas de façon permanente. Et la céramique a permis de dater cet édifice. Donc on n'a pas le plan, excusez-moi de la présentation de ce document qui est très approximatif, mais on a un plan tout à fait fragmentaire de cet ensemble qui a été complètement ravagé là, par les Sabachines et dont il reste à peine deux niveaux de sol dans des pièces, un très beau sol en ciment très dur qui a bien résisté. Autrement, tout le reste est très difficile à lire et à analyser. Il n'empêche que la position de cette implantation et les dimensions importantes aussi des murs de soutènement qui ont été accolés à l'enceinte ptolémaïque pour le soutenir laissent penser qu'il s'agit d'une installation officielle de grande importance. À l'autre bout du mur hellénistique, donc dans la zone des portes de Parthénios où on était tout à l'heure, on a également remarqué, mais sans pouvoir le comprendre très clairement, que entre le premier, enfin dans le courant du IIe siècle, il y a effectivement une surélévation, un remblai énorme de 1 mètre, 1,50 m, mais dont on n'a rien, nous, des couches supérieures, mais il semblerait qu'il y ait eu un remblaiement assez massif. Alors, est-ce que c'est à connecter avec la construction de ce bâtiment sur l'angle nord-est de l'enceinte hellénistique? Ça, c'est un point qu'on aura probablement du mal à éclaircir dans la mesure où on est maintenant à un niveau beaucoup plus bas d'occupation. Au IIe et IIIe siècle, donc, comme je le disais, ce sont surtout les travaux de l'équipe dans laquelle œuvre depuis plusieurs années Jean-Pierre Brun qui nous montrent l'aménagement systématique qui avait déjà été achevé en fait en grande partie au Ier siècle, mais qui est maintenu, activé au IIe et jusqu'au IIIe, qui nous montre donc que Coptos devait rester tout à fait active dans ce trafic vers les Indes, dont on a encore une fois des traces surtout documentaires et pour beaucoup même à l'extérieur de l'Égypte, puisque parmi les documents qu'on peut identifier, on a ce fameux papyrus dit de Musiris qui justement parle de Coptos comme étant un poste douanier qui tirait une importance du fait que les caravanes les produits rapportés par les caravanes étaient évalués à Coptos. C'était ensuite, donc on établissait l'assiette de l'imposition, qui était d'ailleurs d'à peu près 25% de la valeur des produits rapportés, et les produits étaient donc pendant un certain temps stockés dans les entrepôts de Coptos avant d'être ensuite envoyés vers Alexandrie. Donc là, il y a des données tout à fait externe à la ville, mais qui nous montre que la ville restait un centre majeur, un centre commercial, une place importante. On a également des papyrus de Moyenne-Égypte qui nous montrent que les élites de Moyenne-Égypte allaient faire du shopping à Coptos et se procuraient là des produits qu'on ne trouvait peut-être pas dans les zones plus éloignées de ce point majeur du trafic. Donc cette image de Coptos se poursuit dans les sources au moins jusqu'à la fin du IIIe siècle, où on a sa prise par les Blémis, sa destruction par Probus, puis sa prise de nouveau par Dioclétien et sa fortification dans les années 292-294 de notre ère. C'est une époque qui, là, sur le terrain, pour nous, n'a laissé aucune trace. Les fortifications, tant romaines que byzantines, ont été ensuite totalement détruites par l'activité des Sébarines. On suit pour cette période, comme je le disais, par des indices, la présence toujours de communautés commerçantes fortes, par exemple les fameux Palmyréniens, qui avaient apparemment des liens privilégiés avec Coptos, puisqu'on a trouvé au sud du site cette dite maison des Palmyréniens, qui est en fait une espèce de chapelle de confrérie marquée par la présence de très nombreuses stèles de Palmyréniens
qui devait être donc résident à Coptos. Mais là encore, hein, c'est pour nous quelque chose qui a été fouillé malheureusement de façon très rapide par Reinach, et ça reste un ensemble de monuments assez isolés. Il reste que l'importance des vestiges à l'époque chrétienne nous fait comprendre que Coptos, malgré les éclipses qu'elle peut connaître dans la documentation, et peut-être par moments aussi dans le trafic commercial, selon la situation plus ou moins agitée du désert oriental, est resté longtemps un centre majeur, et qu'encore au 4e, 5e siècle, siège d'un évêché extrêmement brillant, susceptible de construire ce magnifique baptistère qu'on voyait tout à l'heure. C'est une communauté très riche, hein, et qui a gardé longtemps sa position dominante dans la région, même si elle la perdra finalement, probablement du fait, encore une fois, que le Nil s'étant déplacé vers l'ouest de façon trop importante, il devenait beaucoup trop compliqué d'acheminer les marchandises vers la Méditerranée à partir de Coptos. À ce moment-là, le trafic se reporte entre Kéna et puis Kous, surtout à une quinzaine de kilomètres au sud, qui devient donc à partir du Xe siècle le point d'entrée des caravanes, et qui sont à ce moment-là les caravanes aussi bien vers la Mecque que les caravanes commerciales, le point d'entrée des caravanes en Égypte, et Coptos commence à ce moment-là à s'assoupir et à devenir le gros village qu'il est encore actuellement. Donc vous voyez à cette présentation cavalière à tous les sens du terme, une série d'informations qui par endroits se rapprochent et nous donnent une image assez précise, à d'autres moments nous laissent au contraire dans un certain flou. Nos travaux, qui sont extrêmement ponctuels sur ce site énorme, nous permettent de temps en temps d'ouvrir quelques fenêtres de compréhension en zoomant sur certains aspects, et actuellement, donc, je pense qu'une des pistes que nous suivrons va être la meilleure connaissance de ces bâtiments, alors ces bâtiments monumentaux, puis cette occupation peut-être militaire du 1er siècle, de manière à pouvoir au moins préciser un peu notre focus sur la Coptos des débuts de l'époque romaine. Je vous remercie de votre attention.